Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Veuf et orphelin, quelle succession après le décès du conjoint? Qui vit meurt, c'est la palissade. Mais la réalité est que l'on préfère rester dans le déni et vivre et faire semblant d'ignorer la mort, d'ignorer le départ. On a du mal à admettre de bien organiser la succession pendant que l'on est en vie. Mais lorsque le décès survient, le conjoint survivant et les orphelins restent confrontés à des problèmes extrêmement complexes de succession. La culture, la tradition, la coutume, les parents, le droit, le mariage, le concubinage, l'enfant légitime, l'enfant adultérin. On en parle ce soir. Nous ouvrons le débat avec le ministère de tutelle, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec une juriste, avec également une présidente d'ONG et avec un sociologue. Madame, monsieur, merci à vous de nous suivre. Mesdames, monsieur, merci à vous d'être avec nous ce soir en plateau. Nous allons faire un tour de table et vous présenter nos différents invités. Madame Sandrine Adon, madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes consultante en droit et doctorante en droit de la famille. Exactement. Madame Abouadji Sekoumart, madame, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice de la promotion de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est exact. Monsieur Seibitra Jamal, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue. C'est bien cela, madame. Et madame Tine Seba, madame, vous êtes présidente de l'ONG Les Amis de la Veuve et des Orphelins. Exact. Merci à vous, en tout cas, d'être avec nous ce soir. Et nous ouvrons un sujet extrêmement sensible avec énormément de ramifications. Et pour commencer cette émission, nous avons un élément de reportage signé F. Boué. Nous avons choisi de faire le constat dans différentes familles. Marie Koulibaly, 38 ans, vit à Mans. Elle et son époux se sont rencontrés en 2007 et ils se sont mariés le 26 avril 2020. Un an plus tard, exactement le 29 avril 2021, son mari décède, la laissant avec 4 enfants. Commence alors une bataille sans fin avec sa belle famille. On fait enterrement le samedi. Le même samedi soir, les parents sont venus. Ils ont demandé, madame, il faut donner, comme on va partir le lendemain du dimanche, tout le monde allait partir. Mais il faut donner les biens que ton mari, vous avez eu ensemble. Donne-nous les papiers. Là, je dis, bon, moi, je ne sais pas où il a déposé les papiers. Là, le petit frère de monsieur, il a pris tous les biens de monsieur. Le monsieur avait une ferme de 3000 pondeuses. Il a pris tout ce qui appartient à monsieur, plus s'occuper des enfants. Et bon, au départ, on habitait une maison là-bas qui était en location. Ils nous ont mis dehors parce qu'ils ne pouvaient pas payer la maison. C'est comme ça, je suis venue en famille à mes enfants. Ici, c'est la cour familiale. L'affaire est même en justice et avec des justificatifs des biens acquis par son mari, une décision en sa faveur a été prononcée. Mais, non content du jugement rendu, son beau-frère va poursuivre sa mission. Après le procès, la grosse est sortie. Lucie est partie faire l'assignation. Le petit frère de mon mari encore, il a dit non, que le grand frère avait contacté mariage avec une femme avant de me connaître, le 30 avril 2009. Et puis la femme est partie pour une destination inconnue vers l'année 2011. Et c'est quelques années plus tard, lui m'a croisé. Pourtant, mon premier fils, il est né le 30 juillet 2009. Le premier fils a 14 ans, j'ai juste 104 enfants. Donc c'est ce qui est écrit à la justice. Et il a demandé de produire les pièces. Bon, il ne m'a pas encore produit les pièces. L'affaire suit toujours son cours. C'est un combat pour sa survie et celle de ses enfants. Nous avons rencontré une autre veuve qui se bat également pour ses droits et ceux de sa progéniture dans la ville voisine de Diokoué. Rebecca Faye épouse 42 ans, coiffeuse. Elle a croisé son mari alors qu'il avait déjà d'autres enfants d'une précédente union. Il se marie en 2006 et son époux décède en 2017, la laissant avec 3 enfants. Après la mort de son époux, les premiers enfants de celui-ci, aidés par la belle famille, lui mènent la vie dure. On s'est mariés en 2006. On a payé la maison en 2008. Jeudi, je suis passée
sont venus à la maison ici. Ils sont venus fermer tout. Ils sont venus avec des chevrons, des planches, des pointes, des marteaux. Ils sont venus ici pour fermer la maison, de sortir, de quitter leur maison. Et qui ont fait ça, ils sont partis prendre convocation à la police. Quand je suis allé répondre à leur convocation, quand ils se sont expliqués, l'officier a dit, mettez-le dedans. Pourquoi vous n'êtes pas au-dessus de la loi? Vous partez, vous attaquez une pauvre femme et vos petits frères sont dedans. C'est les parents qui poussent les enfants à venir m'affronter. Depuis que mon mari est décédé, mes enfants et moi, là, nous sommes abandonnés même de la famille. Ces deux cas, bien que ne représentant pas de façon exhaustive les réalités de la succession en cas de décès d'un conjoint, les mettent à nu. Il existe beaucoup de conflits concernant la question. La Côte d'Ivoire compte plus de 380 000 veuves selon ONU Femmes. Et dans le monde, 258 millions, dont 115 millions d'entre elles vivent dans l'extrême pauvreté. En cas de décès d'un des conjoints, que faire? Nous sommes de retour en studio. Première des choses, c'est des réactions à chaud par rapport à cet élément de reportage. Ce sont des cas dont vous avez écho régulièrement, vous, Madame Sandrine Nadeau? Évidemment, évidemment. Et ce qui me plaît, je vais dire, dans cette situation, c'est qu'il y a quand même la première dame qui a été interrogée, qui a eu recours à la justice. Et donc l'affaire en cours, peut-être que la décision finale n'a pas été rendue, mais c'est déjà une première action à saluer parce qu'elle a eu le réflexe de saisir les juridictions. D'accord. Madame Sékou Marthe, quel est votre sentiment après cet élément de reportage? C'est la détresse des veuves, je dirais, la détresse des veuves. C'est vrai que la première, comme l'a dit Madame la consultante et doctorante, elle a pu faire appel, en fait, se rendre à la justice pour pouvoir défendre ses droits. Mais la seconde, on ne sait pas de quoi sera fait demain pour elle. Donc, c'est vraiment une situation lamentable pour ces veuves et ces orphelins. Très bien. Monsieur Seybitra Jamal, je vous donne la parole. Oui, bon, ce qu'on constate, on voit que c'est vrai, le côté émotionnel atteint là véritablement son paroxysme, puisqu'on présente la femme et les enfants en situation de vulnérabilité aggravée, abandonnés, et tout. Mais je veux dire, ce qu'on voit, c'est véritablement un indicateur de la crise du lien social. On voit que toutes les sociétés ont en leur sein des processus, on va dire, de protection, que ce soit les veuves, les enfants, tout ça, tous les êtres vulnérables. Mais là, dans nos sociétés africaines, et notamment la société ivoirienne, nous sommes une société en transition, société partagée, on va dire écartelée, entre nos us et coutumes et puis nos aspirations, ou si vous voulez, la modernité qui veut que l'occidentalisation de la vie nous impose désormais une façon de voir les choses, mais qui est calquée sur le droit moderne. Et ce n'est pas toujours bien compris, mais ce n'est pas toujours bien vécu. Et on voit bien que les victimes, ce sont les plus vulnérables, comme on le sait, les veuves et les enfants. Mais je crois aussi, dans le débat, on pourra en parler, parce que ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est la façon dont les uns et les autres, on doit dire, s'y prennent. Voilà, parce que nous sommes à un tournant. Et donc, très souvent, c'est peut-être des malentendus qui sont mal gérés et chacun vient véritablement régler son compte à l'autre. Et c'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui viennent casser la porte sont envoyés par des gens et le reste de la communauté. Mais pourquoi? La commandité. Voilà. Madame Tine Seba, vous êtes présidente d'ONG qui a pour objectif d'assister la veuve et l'orphelin. Quel est votre sentiment? Faut dire que les cas sont énormes. Les cas sont énormes. Les veuves en souffrent terriblement. Après le décès du conjoint, elles sont livrées à elles-mêmes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dieu pour chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord. Alors après ce constat, donc c'est vraiment dans cette première partie de l'émission, chercher à camper le sujet et puis voir un peu la réalité avec des exemples concrets. Mais
juste avant, ce que j'aimerais savoir, qui interpelle, c'est on parle plus de veuve que de veuf. On fait un lien de cause à effet. On a quasiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, on a quasiment le sentiment que les hommes partent avant les femmes. Pourquoi est-ce que l'on parle plus de veuve que de veuf? Je vous donne la parole, madame. Pour moi, c'est vrai qu'on constate que les hommes partent vite par rapport aux femmes. Je me dis également qu'on ne parle pas forcément de la situation du veuf, peut-être parce que les hommes en général ne le font pas savoir. Au regard du droit, il y a certaines situations dans lesquelles, jusqu'à récemment, les veufs, par exemple, ne pouvaient pas avoir la pension de réversion de leurs épouses. Donc, c'était une situation assez discriminatoire pour eux. Mais on n'en parlait pas forcément. Donc, il y a des veuves qui existent. Peut-être que les veuves sont beaucoup plus, mais c'est juste parce que la situation de la femme considérée comme une personne vulnérable est beaucoup plus mise en exergue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes veuves que d'hommes. Voilà. D'accord, c'était un constat. Madame Sekou-Marthe? Je dirais qu'effectivement, on parle plus de veuves que de veufs, parce que ce sont elles qui sont au quotidien auprès des enfants. Donc, elles ressentent, j'allais dire, ce sont elles qui sont les plus entre griffes brimées. Donc, elles partagent leur peine en dévoilant ce qu'elles vivent pour qu'on puisse les aider. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de veuf. J'allais dire que le veuf, peut-être pas par ignorance, mais par orgueil, pourrait ne pas vouloir dire qu'il est victime aussi de vulnérabilité, de pression de la belle famille. Sinon, ça existe. Ça existe. Oui. Monsieur Seybi Jamal? Oui, alors, on ne parle pas de veuf parce que, d'abord, même se mettre en couple, l'homme a un avantage. Oui. L'avantage de l'homme, c'est d'aller vers la femme qu'il souhaite prendre. Donc, lui, sa situation, enfin, il peut cesser de vivre seul. Alors que la veuve, lorsqu'elle perd son conjoint, pour qu'elle puisse trouver un autre homme, ça met du temps parce qu'il y a pas mal de pratiques culturelles qui l'encadrent, qui la maintiennent dans un silence. Et c'est tout ça qui fait que, comme le fait de rester seul avec les enfants chez l'homme, ça ne dure pas souvent, on observe que chez la femme, ça dure. Et comme elle fait partie des aides qui sont pensées ou qui, par tout ce qui pèse sur elles, montre leur vulnérabilité, on s'apitoie beaucoup sur leur sort. C'est-à-dire la femme et les enfants dans toutes les sociétés sont pensés comme des êtres qu'on doit protéger. Donc sur cette base-là, dès qu'il y a quelque chose qui la touche, on en parle plus. Ça touche aussi les hommes, hein, parce que l'homme, on se dit, il a la possibilité de surmonter ces peines-là et puis vivre ça. Parce qu'on va dire, c'est parce que c'est un fainéant, c'est parce qu'il ne veut pas se marier. Mais avec la femme, parfois, il lui est interdit d'aller avec un homme tant que certains rituels ne sont pas faits, tant qu'on n'a pas atteint, on va dire, la période qui lui est imposée pour ne pas qu'on la voie avec quelqu'un. Et donc, ça fait que pendant ce temps, elle peut vivre des situations où elle a des enfants à élever et qui fait que sa fragilité, avec le poids de la vie, de la famille, fait que sa fragilité va s'accentuer. D'accord. Madame, vous partagez ce point de vue? Il y a un prix à payer de toute façon. Parce que l'homme, après le décès de sa femme, va se remarier, bien sûr. Mais et si la nouvelle femme refuse de voir les enfants, les orphelins, c'est-à-dire elle va faire elle-même, elle va faire ses enfants à elle. Oui. Et désormais, les enfants qu'elle a trouvés dans le foyer sont rejetés. Et l'homme en souffre terriblement. Il aime la femme, il aime ses enfants. Donc, on n'ignore pas ce fait-là. En tout cas, le veuf, il en souffre terriblement. Il faut la renvoyer pour prendre une seconde épouse à cause de ses enfants parce qu'elle maltraite ses enfants. Ça, il y a un cas. Oui. Maintenant, on parle souvent de la veuve, on parle plus de la veuve parce que
elle paye doublement le prix. Elle paye doublement. Après le décès du conjoint, il y a la belle famille qui est là. La tradition va aussi s'ajouter. Oui. Il faut qu'elle accepte d'épouser soit le petit frère de son... D'accord, on va y arriver parce qu'il y a tellement de cas. Et là, je souhaite l'annoncer au public qui nous regarde nombreux. Nous ouvrons donc le QR code pour que vous puissiez intervenir. Mais nous avons vraiment choisi que cette émission soit une émission avec la consultante et doctorante, n'est-ce pas? Parce qu'on a énormément de cas pratiques et je pense que le public s'attend à des réponses en ce qui concerne ces différents cas. Donc là, maintenant, le moment est arrivé pour nous de parler de ces différents cas pratiques. Donc, je commence par vous. Vous y étiez déjà. Est-ce que vous pourriez nous caricaturer les cas les plus récurrents dont vous avez écho? Comme je disais tout à l'heure, la femme paye le double prix quand le conjoint décède. Elle va faire son veuvage, elle va finir son veuvage 1 an plus tard. Et le petit frère du défunt, c'est-à-dire de son époux, qui va envoyer symboliquement la cola, s'il faut appeler ça comme ça, pour demander en mariage la femme de son défunt frère. Gare à elle, si elle n'accepte pas, elle sera renvoyée. Soit ça peut être le petit frère, ça peut être l'oncle, ça peut être le grand frère du mari. Parce que pour eux, ils ont des biens à protéger. Le mari il a des plantations, il a ceci, cela. Si c'est encore une jeune veuve, là, c'est encore grave. Vous spécifiez dans quelle région de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis de la région du Guémon. Chez nous, les Ouais, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et quand la veuve refuse, elle est donc rejetée et puis elle est chassée? Bien sûr. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les enfants, si ces enfants sont petits, elle peut partir avec ses enfants. Souvent, même aussi, elle est renvoyée avec ses enfants. Ils vont trouver des aspects, ils vont tout faire pour trouver quelque chose à dire. Soit elle n'a pas été gentille pendant que leur frère vivait, elle n'a pas été serviable, elle a été... Voilà. Donc, tout ça pour trouver des moyens pour rejeter cette dame avec ses enfants. Quel autre cas vous pourriez nous signifier? Aussi, après ça, la veuve, après le décès de son mari, il faut forcément qu'elle accepte le second mariage. Si cela n'est pas fait, d'accord, elle peut perdre tout. Elle peut vraiment perdre tout. Elle peut perdre tout. Moi, c'est vraiment clair. Il faut qu'elle accepte. Si jamais elle accepte, elle ne gère pas les biens de toutes les manières. C'est son nouvel époux qui va gérer les biens. Au moins, elle est là. Lui, il va gérer comme il l'aime. D'accord. Elle a accepté aussi de l'aimer. Ils vont gérer ensemble. Là, les enfants sont... Et l'épouse du frère. Voilà. C'est là qu'il y a un problème. L'épouse du frère, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore veuve, va dire à son époux, elle va dire catégoriquement non. Refus catégorique. Ça, c'est la femme qui parle? C'est la femme qui parle. C'est dans la culture, elle refuse maintenant. Non, ça n'a rien à voir avec la culture. Elle défend ses intérêts. Elle défend ses intérêts. Elle va tout de suite dire à son mari qu'elle ne veut pas devenir veuve aussi. Parce qu'elle a tué son mari. Elle vient chez elle, son mari, pour qu'elle devienne veuve. Donc, dans votre région, lorsqu'une femme est veuve, elle a forcément tué son mari. Le monsieur ne peut pas avoir une mort naturelle. Elle porte malheur, en fait. Elle n'a pas bon visage. Elle porte malheur, c'est ça? Elle porte malheur. Elle n'a pas bon visage. Le petit frère de son mari, même s'il n'est pas encore avec elle, il ne peut pas aller même dans son champ pour aller l'aider. Tout ça, sa femme va se plaindre. Et souvent aussi, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas parce que quand l'épouse du nouveau mari se plaint, de peur de perdre son épouse, il lâche prise. Et la femme est donc, la veuve est donc chassée? Chassée. D'accord. Elle peut. S'il est gentil, si elle n'est pas chassée, elle peut rester là avec ses enfants. Mais chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord.
On a bien perçu. Monsieur Seybi, alors vous... J'ai passé du temps à rire parce que, d'abord, sans vraiment vous choquer, il faut comprendre que, anthropologiquement, la femme est pensée dans presque toutes les civilisations comme un bien. Et Jacques Attali parle de bien fertile. Wow. La femme est un bien. Et donc, socialement, quand une femme est dans une communauté, on cherche à la garder. Parce que la présence de la femme assure la survie de l'espèce humaine. Puisqu'à travers la femme, il y a la procréation. Et donc, la société survit à travers les progénitures qu'on a à partir du lien du mariage qu'on a avec une femme. Donc, quand une femme est dans le lien du mariage, le premier réflexe de la communauté, c'est de la garder. Oui. Ça, c'est ce que la société a pensé. De la garder comment? Après le décès du mari, oui, il y a le système de veuvage qui diffère d'une communauté à une autre pour que la femme reste. Dans ce système-là, dans certaines sociétés, les sociétés lignagères dont elle parle, Bété, Gouraud, les sociétés lignagères de la forêt de l'Ouest, oui, ce sont les frères du défunt qui sont candidats pour garder la femme. Oui. Pour garder la femme. Dans ce cas, elle est libre d'accepter ou ne pas accepter. Si elle accepte, elle devient coépouse, comme elle a dit, des autres épouses, et elle reste avec la communauté. Oui. Il y a eu souvent des cas où ça ne s'est pas bien présenté. Parce qu'avec les conflits au sein du foyer, même avec une seule femme, il y a forcément souvent des drames et autres, tout ça. Mais dans tous les cas, la garder, ça a été pensé comme la protéger. Parce qu'on ne veut pas perdre le reste ou les descendants du lignage, les enfants. Oui. C'est pour la garder. Mais quand elle reste, l'héritier dans ces sociétés-là, celui qui garde la femme, c'est à lui on transfère les biens. Les enfants, les champs, les maisons, c'est lui. Et comme elle a dit, avec la gouvernante, l'assistante de la femme, oui, il gère. Plus bas, au sud, il y a deux modèles. Par exemple, en pays Goua, oui, ils ont un modèle où ils ont dissocié les biens animés, c'est-à-dire les enfants et les biens matériels, et les champs et autres, tout ça. La communauté se réunit et on choisit les ayants droit. Il y a deux types d'ayants droit. Là-bas, dans leur communauté, la femme a deux possibilités. Elle peut ne pas se marier, mais les enfants sont attribués à des neveux utérins qu'on choisit. Toi, voici ton père, toi, voici ton père. Mais dans la famille, parmi les neveux utérins, l'enfant le plus âgé, c'est-à-dire de la sœur, des sœurs aînées, est l'héritier. C'est à lui que revient le patrimoine que le défunt a laissé. Mais là-bas, il y a deux types de patrimoine. Il y a une partie qui relève de lui-même, sa réalisation. Oui. Ça peut être des maisons, ça peut être des champs, mais ce qui lui appartient en propre revient à ses enfants. Ce qui appartient à la famille, comme l'héritage se fait par descendance utérine, ce sont les biens de ses sœurs, puisque lui, il est neveu. Donc, il gère pour le bien de la communauté. Il n'est plus là. Celui qui hérite, lui aussi, il prend, il gère pour le bien de la communauté. Ce bien-là, quand lui aussi, il va décéder, c'est à la communauté qu'on laisse. Et c'est un autre héritier qui prend le bien. En pays abouré, par exemple, vous allez voir que là-bas, très souvent, les conflits d'héritage sont très, très vivaces. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Parce que le bien, l'enfant, la femme, tout ça appartient à la communauté. Ce qu'ils ont pensé, c'est que le lien du sang étant très fort, l'enfant de la sœur est digne d'être héritier. Donc, c'est à lui qu'on transfère. De la lignée, en fait. Voilà, c'est à lui qu'on transfère les biens. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les suspicions, les problèmes, les biens sont divisés en deux. Il y a une partie qui revient aux enfants, mais là où il y a la difficulté, c'est que la division dépend de la façon dont la femme elle-même elle est intégrée à la communauté.
C'est très complexe. Son intégration à la communauté ne se fait pas avec, on va dire, beaucoup d'intelligence, beaucoup de souplesse, parce que là aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'abus. Et c'est pour cela que le droit constitue un levier important pour régler justement, les choses. Justement, ce côté-là, on va parler droit, parce que là, on parle culture. C'est en fonction des cas. Oui. Parce qu'on pense que la veuve n'est pas généreuse. Et la part qu'on va lui laisser, très la veuve souvent... n'est pas généreuse, c'est fondé sur quoi? Bon, ce sont les subjectivités. D'accord. Voilà. Parce que l'avocat, c'est-à-dire son mari n'étant plus là, chacun vient là, il profite de ce moment de fragilité très souvent pour régler des comptes. Et c'est très souvent à ce niveau-là que les problèmes se décident. Donc, c'est un problème, on va dire, de crise du lien social. Parce que la famille est écartelée, comme je le disais, entre la modernité et la tradition. Sinon, traditionnellement, la veuve n'est pas faite pour être brimée par la société africaine. Bien au contraire, les mécanismes sont mis en place. Sauf que les interprétations ne sont pas très souvent au beau fixe. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait pas objectif. C'est une interprétation, comme ça qu'on indique. D'accord. Alors là, on a eu un large éventail de ce que prévoit la coutume, la tradition, très forte. Maintenant, je m'adresse à vous, mesdames. Donc, déjà, en ce qui concerne le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, quelle réaction avez-vous par rapport à toute cette diversité culturelle et de coutumes qui fait également la richesse de notre pays? Merci bien, Madame Touré. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la direction de la promotion de la famille, les différentes thématiques, c'est la femme, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme, la promotion de la famille et puis la protection de l'enfant. Donc, nous recevons on a plusieurs ONG qui viennent vers le ministère justement pour faire cas de toutes les difficultés qu'elles vivent. Donc, le ministère essaie d'accompagner ces veuves-là et pour pouvoir, j'allais dire, vivre leur veuvage dignement. Oui. Elles sont, pour la majorité de celles qui viennent vers nous, c'est parce que vraiment, elles sont dans la vulnérabilité totale. La vulnérabilité, donc, c'est ce qui justifie la multitude d'ONG. La multitude d'ONG qui, très souvent aussi, elles ont cette volonté d'accompagner ces veuves, mais elles-mêmes aussi, elles sont démunies. Donc, le ministère tente au mieux d'accompagner ces veuves-là. Et nous, c'est d'abord l'écoute. Quand ces femmes-là viennent vers nous. Quand vous écoutez, dites-nous 2 ou 3 cas concrets qui vous auraient vraiment interpellé ou qui reviennent de manière très récurrente. Ben, c'est la même situation qu'a donnée Madame tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'ils vivent paisiblement, le monsieur décède et les parents, c'est-à-dire la belle famille, cherchent à récupérer les documents, puisqu'il s'agit des documents très souvent officiels. Oui. Donc, ils cherchent à récupérer ces documents-là. Et puis, eux-mêmes, ils mènent, j'allais dire, toutes les démarches, puisque la femme, logiquement, ce n'est pas elle qui va faire les démarches pour enterrer son mari. C'est la famille qui va, la belle famille, qui va faire toutes ces démarches. Donc, c'est des femmes qui sont là, elles ont mal, elles ont perdu leur moitié, et en plus, elles doivent pouvoir faire face à toute comment on appelle, l'hostilité. L'hostilité, merci pour le thème, l'hostilité de la belle famille. Et très souvent, ce sont ces cas-là que nous avons parce qu'elles sont dans le dénuement. Et nous, quand on les reçoit, il y a quand même l'écoute qui est très important. Il faut qu'elles puissent mettre des mots sur sa douleur, sur comment on appelle toutes ces difficultés. Et puis, au travers de nos structures, on arrive à faire l'accompagnement. L'accompagnement. On va s'étendre là-dessus tout à l'heure. Et vous, madame, consultante en droit et doctorante en droit, quels sont les cas, les caricatures de cas que vous pourriez nous donner? Alors, au niveau de la question de la succession en règle générale, ce qu'on a comme difficulté, c'est l'épouse, pardon, la veuve qui se fait spoiler
qui n'a plus droit, par exemple, à sa maison, on vient du jour au lendemain avec d'autres personnes, soit de la belle famille, qui vient lui demander de quitter la maison, qui se retrouve à la rue avec ses enfants. Ou alors, il y a des situations où ces conjoints-là n'étaient pas légalement mariés. Et ça, c'est beaucoup plus récurrent parfois. Où ces conjoints-là n'étaient pas mariés et finalement, au regard de la loi, la veuve, entre griffes, n'ayant pas droit à la succession, elle se retrouve avec ses enfants à la rue qui, eux, pourtant, ont droit à cette succession. Mais comme la famille du défunt récupère tout, on va se retrouver dans une situation où cette femme et ses enfants vont être sans ressources. Et puis également, on a des cas où des mariages ont été célébrés, où par exemple, l'un des époux va disparaître. Bon, n'est plus présent. Et finalement, l'autre conjoint se met avec une autre personne. Et finalement, au moment du décès, on voit le conjoint qui réapparaît et voilà, qui vient donc profiter de son droit de successible. Et vu que le conjoint décédé n'avait pas fait toutes les diligences légales nécessaires pour que la situation soit constatée, l'autre vient et celui, ou disons, l'épouse, on griffe la concubine, n'a pas droit à quoi que ce soit et elle se retrouve aussi dans le dénuement. Très bien. Alors, on voit qu'il y a une multitude de cas et dans la deuxième partie de cette émission, nous avons vraiment choisi de répondre à vos différentes préoccupations et de décrire des situations pour lesquelles nous aurions également aimé avoir des réponses. Là, nous allons lire un peu à ce stade les commentaires qui nous parviennent. Monsieur Gulzo, ce phénomène n'est-il pas dû au fait que la femme, bien souvent, ne travaille pas? Ensuite, Sabine, merci beaucoup pour l'opportunité. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que les parents du défunt doivent tout arracher à la veuve. C'est méchant de leur part. Bien sûr. Voilà. Donc, le manque d'intégration sociale et financière de la femme, c'est souvent à la base également de l'extrême précarité dans laquelle elles sont, Madame Kakou? Madame Sekou, pardon. Ces dames, je veux dire, le dénouement dans lequel vivent ces femmes, ce sont des proies faciles. Il y a la douleur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un être cher qu'elles ont perdu. Donc, il faut faire face à l'adversité de la belle famille pour pouvoir survivre. Et c'est ce qui justifie très souvent la mise dans la rue des enfants. Par rapport à cette situation, la mise dans la rue des enfants qui, comme on dit les enfants de la rue, mais c'est justement ces situations-là qui nous y amènent. Donc, je pense que c'est une sensibilisation qu'il faut faire aussi vis-à-vis des différentes communautés, des chefs communautaires, des chefs religieux et des dignitaires religieux, afin qu'on puisse véritablement faire une sensibilisation. C'est vrai qu'on a nos us et coutumes, qu'on ne va pas rejeter du revers de la main, mais il faut qu'on puisse sensibiliser pour dire qu'il y a de nouvelles dispositions et pour le bien comme on appelle, pour préserver les liens, parce que ça arrive au déchirement. Donc, pour le bien de la famille, pour la survie même du lien familial, il faut véritablement sensibiliser. D'accord. Alors, à ce stade de l'émission, vous allez me dire, est-ce que la caricature qu'a faite donc notre sociologue, est-ce que c'est valable également du côté urbain? Est-ce que c'est rural? Est-ce que c'est rural ou bien même dans le modernisme, avec tout ce qu'il y a comme encadrement de la loi, est-ce que ce sont des réalités également qui s'appliquent? Alors, c'est vraiment rare de voir une pratique comme monsieur le sociologue, comme celle qu'il a présentée, par exemple le lévirat. Donc, le fait d'épouser le frère du défunt, c'est une pratique qui s'appelle le lévirat. Et voir cette pratique à Abidjan, c'est assez rare. C'est assez rare, ça ne veut pas dire que c'est impossible ou on ne le constatera pas. Mais ça sera forcément à moindre échelle que dans une zone rurale et reculée. Mais la difficulté aussi, pour un peu revenir sur ce que vous avez lu tout à l'heure,
c'est qu'au-delà de l'autonomisation, on a un problème de formation et de connaissance de nos règles juridiques. C'est vrai, les coutumes existent, c'est vrai, nos coutumes ont du poids et de la valeur. Seulement, on a fait le choix en Côte d'Ivoire de vraiment se tourner vers le modernisme, à tort ou à raison, parce qu'on voit que près de 60 ans après, on a des situations qui continuent d'exister comme si on n'avait jamais pris ces règles juridiques-là. Donc, les différentes situations qui ont été présentées tout à l'heure, ce sont des règles traditionnelles qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que la loi a mis en place. Par exemple, elle a présenté tout à l'heure une situation où il y a une coépouse, il y a une rivale. Le droit ivoirien ne reconnaît pas ces situations. On a interdit la polygamie quand on est passé aux lois civiles depuis 1964. Donc vous imaginez un peu le temps que ça fait depuis 1964 jusqu'en 2023 et qu'on continue d'entendre qu'on oblige quelqu'un à être une deuxième épouse au risque de ne pas pouvoir profiter de la succession du conjoint. Et en plus, le problème de formation ou le problème de connaissance des règles juridiques va se poser parce que ces personnes-là ont été dans des unions qui ne sont pas légalement reconnues. Et finalement, même si elles vont devant le juge, sur quelle base elles demandent pas réparation, mais sur quelle base elles demandent au juge de sanctionner une action qui a été posée à leur encontre. Par exemple, le petit frère du conjoint décédé qui décide de mettre la main sur tout le patrimoine. Sur quelle base la conjointe, qui n'est pas une épouse légale, peut demander au juge? Ce n'est pas possible de le faire. Donc, ça veut dire que juridiquement, s'ils n'ont pas eu d'enfant, la concubine Exactement. Et le frère du défunt, c'est le frère du défunt, c'est de ce côté-là que l'héritage va aller. Du côté de la famille, mais pas automatiquement le frère. En tout cas, la concubine ne vient pas à la succession, mais c'est plutôt, en l'absence d'enfants, le père et la mère qui viennent pour la succession. C'est lorsqu'il n'y a pas de père et de mère que les collatéraux privilégiés, donc frères et sœurs, viennent. Donc ils sont quand même au 3e niveau dans l'ordre de succession. Donc les enfants d'abord, ensuite les parents et après on a les collatéraux. Très bien. Alors, nous avons un deuxième élément de reportage à vous proposer. Décès du conjoint, que dit la loi? Alors là, nous avons promené le micro ça et là. Ouattara Seydou, reporter, pour savoir un peu quelles sont les questions que le grand public se pose et aimerait vous poser. Et nous aussi, on a beaucoup de questions à vous poser. On se retrouve juste après l'élément. Je voulais savoir, au fait, qu'est-ce que la loi a prévu lorsque un mari décède? Qu'est-ce que la loi a prévu de faire pour la femme et ses enfants? Quand les parents ne sont pas mariés et que le monsieur a des plantations, il a des hectares et qu'il décède, on a ces difficultés-là. Donc moi, je voudrais demander à un jury simplement le sort des enfants. Non, j'ai bien envie de demander le sort de l'épouse au décès de son époux. Parce qu'on assiste très souvent à des conflits, on va dire, de famille, à la succession, sur la succession. Donc c'est vraiment un sujet délicat. Donc il faudra bien savoir quels sont les... je ne dirais pas les avantages, mais qu'est-ce que la femme, en tant qu'épouse, pourrait recevoir au décès de son époux. Vu nos traditions, on sait comment les successions se passent, surtout quand c'est l'homme qui est le plus aisé qui décède. On a tendance à toujours voir la belle famille ou bien les frères et sœurs venir ramasser les choses. Donc la question que je veux lui poser, c'est de savoir quelles sont les garanties que la loi a prévues pour ce cas de figure-là. Quelle est la garantie d'une femme mariée ou bien non mariée? Parce qu'une femme qui est dotée avec son mari, si aujourd'hui l'homme meurt à cause des enfants, quelle est la garantie de cette femme? Voilà. Alors, dites-nous. On va essayer d'aller à la base. La loi a évolué depuis 2019 en ce qui concerne le mariage et sur la reconnaissance de l'enfant adultérin. Déjà, parlez-nous de cela déjà. Que dit la loi aujourd'hui? D'accord. Donc au niveau du mariage, on a une définition qui est plus complète, qui nous dit que le mariage est l'union entre un homme et une femme âgés de 18 ans révolus, célébrée devant l'officier d'état civil. Donc vous voyez qu'il y a ces différentes règles et surtout le formalisme que le législateur vient ajouter.
ce formalisme-là, c'est que tant que vous n'êtes pas passé devant le maire, au regard du droit ivoirien, vous n'êtes pas marié. Et pour la question de l'enfant né hors mariage, parce que le terme enfant adultérin, on estime que c'est péjoratif pour l'enfant et c'est discriminatoire pour ses droits. Donc pour ce type d'enfant né hors mariage, avant la loi de 2019, la reconnaissance se faisait avec l'accord. On attendait l'autorisation de l'épouse pour pouvoir reconnaître cet enfant-là. Et quand elle donnait son autorisation, l'enfant avait les droits égaux, il avait les mêmes droits que les enfants légitimes ou tous les autres enfants naturels. Depuis la loi de 2019, il y a eu un revirement. Donc désormais, on ne demande plus l'autorisation de la femme, mais on l'informe préalablement par voie de commissaire de justice. Oui. Ce qui veut dire que si un homme a eu un enfant en dehors des liens du mariage, tout en étant marié, il saisit un commissaire de justice qui va signifier à sa femme son intention de reconnaître son enfant. Elle n'a pas le droit de refuser. On n'attend pas sa réponse. Pas sa réponse, elle est informée. Exactement. Il faut qu'elle le soit dans le cadre légal. Dans le cadre légal, sur cette forme-là. Est-ce que c'est rétroactif? Avant 2019, les enfants qui n'ont pas pu être reconnus parce que justement l'épouse était contre ou bien le mari n'a pas osé en parler, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent l'être? La loi dispose pour l'avenir, c'est un principe. Donc les enfants en question sont nés sous l'empire d'une loi à un moment bien précis. Donc on ne va pas faire rétroagir la loi, ça peut porter préjudice également aux droits de l'épouse à ce moment-là. Donc malheureusement pour ces enfants, la loi dispose pour l'avenir. Ici par exemple un enfant qui ne savait pas que c'était son père ou voilà et qui finalement réapparaît après cette nouvelle loi-là, si le père veut le reconnaître, il faudra forcément appliquer la loi qui existait au moment de sa naissance, parce que c'est cette loi-là qui était en vigueur. Donc voilà. Je vous invite également, parce que là, on a vraiment une consultance en direct pour notre grand public. Quels sont les différents régimes matrimoniaux? En Côte d'Ivoire, en l'état actuel des choses, nous en avons 3. On a le régime de la communauté de biens réduits aux acquis, le régime de la séparation de biens et le tout dernier, le contrat de mariage. Il dit quoi, le contrat de mariage? Le contrat de mariage, contrairement aux 2 autres, il n'a pas de contenu fixe et précis. Si vous prenez par exemple la loi sur le mariage, vous verrez des titres avec communauté de biens, séparation de biens. Mais le contrat de mariage n'a pas de titre précis. Pourquoi? Parce que c'est laissé à la liberté des époux. Donc avant le mariage, et c'est la petite difficulté, on ne le fait pas après le mariage. Donc avant le mariage, les 2 futurs époux se rendent chez le notaire et ils décident ensemble des règles qu'ils veulent appliquer à leur patrimoine. Donc, ça concerne le patrimoine? Le patrimoine. Supposer qu'on reste marié 10 ans après? Non, du tout. Non, on ne va pas faire un contrat. En fait, le contrat de mariage, ce n'est pas un contrat pour tout le mariage. C'est le contrat qui va permettre de régler notre patrimoine. Donc, c'est un régime matrimonial au sens du droit ivoirien. Seulement, il faut respecter ce qu'on appelle les règles de base. Donc, notre régime de base, par exemple, l'obligation aux charges du ménage, la contribution aux charges du ménage, qui est imposée aux 2 époux de manière vraiment respective. Que dit la loi? Comment se passe l'héritage, la répartition de l'héritage? D'accord. Donc, au niveau des questions de succession, la loi établit déjà un ordre. Et en fonction de votre ordre, vous avez une part de l'héritage. Donc, le premier ordre qui représente les enfants et les descendants. Donc, quand il n'y a pas d'enfants, on va vers les petits-enfants, ainsi de suite. Donc, les enfants et les descendants sont le premier ordre d'héritier. Quand ils sont présents, aucun autre ordre d'héritier ne vient. Donc, généralement, quand on dit que les parents ont pris la place ou sont venus spolier la famille, c'est vraiment ça. Donc, le premier ordre d'héritier est incarné par les enfants qui ont droit à 3/4 de la succession. Et quand on a un conjoint, qu'on est marié légalement, celui-ci vient pour le quart restant. Donc, vous voyez 3/4 plus le quart, ça fait l'ensemble de la succession. Donc, le conjoint, donc le survivant, a 1/4. Exactement. Les 3/4 sont répartis équitablement entre tous les enfants. Tous les enfants, qu'ils soient hors mariage ou... Qu'ils soient hors mariage, mais reconnus selon les règles. Selon les règles depuis 2019. Voilà. S'ils ne le sont pas et que c'est antérieur, ils ne font pas partie. Non, s'ils ont été reconnus selon les règles antérieures, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'autorisation de l'épouse et qu'ils ont été reconnus depuis ce temps-là. S'ils n'ont pas été... S'ils n'ont pas été reconnus, il n'y a pas de filiation, en fait. D'accord. Donc, il faut que la filiation soit légalement établie. Et pour les enfants, en fait, nés hors mariage, c'est cette prescription-là. Seulement, il faut les distinguer des enfants naturels. Ils n'ont rien à voir avec la question de l'enfant
adultéré en griffe. Donc l'enfant naturel, c'est l'enfant qu'on a eu sans être dans les liens du mariage. Eux aussi, ils ont tous les droits comme l'enfant légitime. Eux, ils n'ont pas besoin de cette reconnaissance. Par exemple, un homme ou une femme qui a des enfants, avant de venir se marier, ces enfants-là auront les mêmes droits à la succession que tous ceux qui vont naître dans le mariage. Ils n'auront pas la même situation que l'enfant qui va naître avec quelqu'un d'autre pendant que vous êtes mariés. Donc, c'est vraiment, il faut distinguer. L'épouse légale mariée sous la communauté de biens, est-ce qu'elle a plus que le quart de départ du conjoint? En griffe, oui. Pourquoi oui? Parce qu'avant qu'on ne fasse le partage de la succession, dans le cadre du régime de la communauté de biens, on va d'abord procéder au premier partage, qui est la liquidation de la communauté. Donc, je prends un exemple. Le patrimoine de la famille s'élève à environ 500 000. Les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Et le mariage prend fin au décès de l'un des époux. Donc, dès que le décès survient, on va liquider la communauté. Liquider la communauté veut dire qu'on va partager les biens. Donc, dans ce partage-là, on va retirer les biens propres de chaque époux et partager la communauté de manière égale. Et donc, chacun des époux aura communauté, une part de la communauté plus ses biens propres, une part de la communauté plus les biens propres. Et donc, la femme, elle a sa part de la communauté plus ses biens propres qui constitue son patrimoine personnel. Et l'autre part est celle du défunt. Et c'est cette part-là qui va faire l'objet du partage pour la succession. Donc, dans cette part, les enfants auront 3/4 et le conjoint survivant aura le quart restant. Du coup, si on l'ajoute au premier partage qui a été fait, d'aucuns ont tendance à dire que dans la communauté de biens, le conjoint survivant gagne plus. Mais seulement le conjoint survivant, ce n'est pas que la femme. Il peut s'agir d'un homme aussi. Donc, voilà. D'accord. À ce stade-là, on fait une courte pause parce que les questions ne sont pas terminées. Je vous demande si vous avez des propos complémentaires ou bien nous dire comment vous assistez avec tout cet encadrement juridique ivoirien. Comment vous assistez, par exemple, les personnes désespérées qui cherchent réparation ou que les choses soient légalement reconnues. Comment vous les assistez? Au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on a un service juridique, une direction des affaires juridiques et de la coopération internationale qui aide, qui accompagne ces femmes-là. Parce que, quoi qu'on dise, même en milieu urbain, beaucoup ne maîtrisent pas, ne comprennent pas cette loi-là. Donc, cette direction, en lien avec nous, on essaie d'orienter, de donner comme on appelle, de faire l'accompagnement au niveau juridique afin que la survivante puisse avoir ses droits reconnus ainsi que ceux de ses enfants. D'accord. Monsieur Seyi Bitra Jamal, oui. Alors, dites-nous, que vous inspire tout cet encadrement juridique? Alors, quand on cite les articles ou des textes de loi, c'est tellement agréable puisqu'on parle du droit. Or, nous, on regarde ce qui est vécu. Nous, sociologues, on regarde ce que la société vit. Parce que nous sommes dans une situation, on a des gens qui ont des us et coutumes, qui façonnent les consciences, qui orientent leur vision du monde. Et l'État n'a aucun moyen de leur demander d'abandonner. Ils vivent avec, ils voyagent avec. Et c'est ce qui fait que, justement, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que la loi existe. Mais ils viennent en ville, au plateau, au palais de justice avec sa culture. Ce façonnement-là, c'est son habitus, c'est son identité. Et donc, quand il agit, vous voyez déjà, je me suis posé la question, il dit finalement, qui est veuve? Parce que quand on regarde, je ne sais pas à combien de pourcentage on peut chiffrer, mais la majorité des unions là, sont sur la base de nos us et coutumes, qui ne sont pas reconnus par la loi. Mais quand celui qui est reconnu par la communauté comme le mari décède, la femme est vue comme la veuve au ministère. Alors que ce lien-là n'est pas reconnu comme un mariage devant le tribunal. C'est ça qui est la situation, c'est ça qui est l'équation pour laquelle nous, sociologues, on dit c'est bien de faire la loi, c'est bien de dire la loi, mais il faut avoir une oreille attentive sur les convulsions de la société, ce que la société elle-même, elle vit.
Je suis d'accord que les veuves sont souvent maltraitées, les enfants, parce que nos sociétés sont en mutation. Parce que l'occidentalisation, qui a été le modèle qu'on a choisi, a créé des fractures à la base. Mais on n'a pas laissé ce que nous sommes, nous, Africains. Comment on fait pour trouver le juste milieu? C'est là la question. L'une des difficultés, c'est la négation même des unions qui ne sont pas portées devant les autorités d'état civil. La négation. Voilà, la négation. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas. Or, la majorité des femmes se trouvent dedans. C'est dans ça qu'elles vivent. Donc, elles sont comme des gens qui n'ont pas de droit. Et la fragilité, parce que quand on perd quelqu'un avec qui on a passé autant d'années, tout ce qui se passe autour de toi ne t'intéresse plus. C'est comment gérer ton drame. Mais au moment où on ouvre les yeux, on a tout perdu autour de soi. Donc il y a un gros vide juridique. C'est pour cela, moi je dis, quand elle parle, il y a un travail à faire. Ce travail-là, c'est de ne pas dire ce qui est traditionnel est dépassé. Mais c'est de regarder comment on protège la femme, comment on protège les enfants, comment avec une femme qui a vécu avec un homme qui a un champ, qui a toute sa vie dans ce village-là, comment la communauté peut l'aider à protéger ce qui lui reste, le champ et autres du tout. Donc, avec la loi, je ne suis pas sûr qu'on peut aller loin. Il y a eu des décisions de justice qui ont été déjà prononcées, mais qui ne sont pas applicables au milieu. Parce que les communautés ne sont pas impliquées. Or, dans le mariage en milieu traditionnel, la communauté est impliquée. Ceux qui rentrent dans le mariage ne se choisissent pas. Ce sont, on va dire, les familles alliées qui les mettent en couple. Donc, pour veiller sur la veuve et les enfants, la communauté veille sur ça. Dans les sociétés traditionnelles, toutes les sociétés traditionnelles, quand la veuve est maltraitée, c'est comme un malheur. Tu es mal vu et les gens font tout pour t'interpeller. Et donc, moi, je veux qu'on ne donne pas d'eau à la société traditionnelle, mais on crée, on va dire, une certaine médiation avec la société traditionnelle pour sauver des vies. Ce n'est pas une affaire de... C'est pas légal. Pour vous, il y a un gros vide juridique. Il faut absolument s'asseoir et puis repenser les choses. Madame, et vous, quelles sont vos réactions après l'environnement juridique? Je partage vraiment, parce que ce qu'il vient de dire est réel. Ici, la tradition dit quoi? Parce que madame a parlé du droit, c'est vrai. Et dans les amours les plus lointains, qui connaît le droit? Qui parle du droit? Personne ne parle de droit. La veuve est maltraitée comme on veut, les orphelins sont laissés, c'est-à-dire abandonnés. Parce que même le futur, ou bien le nouveau mari, c'est-à-dire le beau-frère qui prend la femme, lui-même, il ne peut même pas, il n'arrive même pas à s'occuper de ses propres enfants, et puis il va aller s'occuper des enfants de son frère défunt. Mais il a de l'héritage avec, souvent. Pas forcément, hein? Pas forcément. C'est vrai, on peut parler d'héritage, mais pas forcément. Si c'est un couple, si c'est un jeune couple, par exemple, et les enfants sont encore mineurs, on ne peut pas parler d'héritage. On ne peut pas parler de champ, on ne parle pas d'héritage. Donc, vraiment, il faut que le droit ou bien le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant tente vraiment les limites pour pouvoir joindre ces personnes marginalisées. Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose rapidement? En fait, par rapport à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la culture est importante et peut-être qu'on a, en Côte d'Ivoire, eu un peu de mal à faire le pas ou bien à faire le trait de liaison entre le droit traditionnel coutumier et le droit moderne. On s'est résolument tourné vers le droit moderne, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière la tradition pour commettre tout et n'importe quoi. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui est bien. Vous avez dit qu'il y avait des droits lignagés, et des biens lignagés et des biens propres. Et ce bien-là, la loi le reconnaît. Parce que ce qu'on peut donner, c'est ce qui nous appartient en propre. Donc,
quand quelqu'un vient spolier la famille, ils ne viennent pas prendre des biens qui appartiennent à toute la famille. Ils viennent récupérer des biens qui appartiennent en propre à quelqu'un qui est décédé. Donc là, je ne pense pas que ce soit la coutume qui permette de faire ça. Ce sont des abus. Voilà, ce sont des abus dérives. qui sont, voilà, des dérives qui sont commises. Donc cela doit être vraiment mentionné et sanctionné. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans le modernisme. C'est vraiment un acte. Et je pense que même la coutume ou la culture est en train de sanctionner ce fait-là. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. D'accord, je vous remercie. Nous allons donner l'opportunité au public qui nous suit, nombreux, de donner son point de vue. Monsieur Herty, nous constatons que des couples mariés légalement subissent parfois le poids des coutumes après le décès du ou de la conjointe. Que prévoient les juridictions à cet effet? Kone Kachana Drissa, il nous dit, pour une meilleure protection de toutes les veuves, ne serait-il pas judicieux de légitimer le mariage coutumier ou religieux? Voilà. Y a-t-il des dispositions légales en faveur du veuf concernant la succession? Quelles sont ces dispositions? Il me rejoint, on n'en parle pas beaucoup, on parle des veuves, mais des veufs, non. Monsieur Vicky, Madame Vicky, je suppose, la question que je pose, c'est de savoir pourquoi cette vulnérabilité de la femme quant à la succession est persistante dans nos sociétés, malgré les outils de protection dont elle bénéficie. Si ces outils s'avèrent inefficaces, pourquoi ne pas repenser cette protection par une approche inclusive ou communautaire? L'Afrique a des us et coutumes, des traditions qu'il faudrait ignorer au profit de la modernité? Question. Et puis, Monsieur Guizet, ce phénomène n'est-il pas du fait que la femme soit bien souvent inactive, ne travaille pas? Donc, voilà un peu. Et nous allons poursuivre avec la série de questions pour lesquelles nous attendons vraiment des réponses. Alors, si le terrain, par exemple, parce que quand on parle de succession, on parle souvent de terrain. Alors, si le terrain est le bien propre du mari, qui lui est décédé, et qu'il a été construit avec l'argent de la vie en commun, donc du couple, en cas de succession, à qui appartient la maison? Alors, il faut savoir qu'en droit, on a ce principe qui dit que l'accessoire suit le principal. Donc, ce qui est le principal dans ce cas de figure, c'est le sol. Donc, le terrain qui appartient au mari. Et vu que c'est un bien propre, la maison qui va pousser sur ce terrain-là va suivre le caractère du bien qu'est le sol. Donc, la maison sera un bien propre dans sa définition. Seulement, vu que le couple a contribué à sa construction, le patrimoine du défunt ou bien du mari devra récompenser au couple, donc à la communauté, pour ce qu'elle a investi dans la construction de cette maison. Or, vu que dans ce patrimoine, le conjoint décédé a sa part, donc il devra récompenser pour la part qui est due à l'épouse, en fait, puisqu'elle fait partie de la communauté. Donc, en fait, la qualité du bien, ça sera un bien propre. Mais évidemment, on devra récompenser au couple. Donc, s'il faut avoir partage, ce bien-là entrera dans la catégorie des biens propres et donc du patrimoine à partager. Toutefois, s'il s'agit d'une maison dans laquelle les conjoints vivent, il y a une sorte de protection qui est prévue par la loi. On va faire une sorte d'attribution préférentielle à la veuve en cas de partage, vu qu'elle vit déjà dans la maison et que c'est là qu'elle a commencé, disons qu'elle a vécu. Légalement. Voilà, légalement. Et si elle ne l'est pas, mais si elle y vit depuis 30 ans avec le malheureusement, si elle n'y est pas. Malheureusement, la loi ivoirienne ne tient compte que du conjoint survivant légalement marié contre qui il n'y a pas de décision de justice de divorce en cours. Donc même si on constate, on sait que depuis le monsieur a une femme, il a eu des enfants, il n'a pas épousé, elle sort de la maison. Enfin, et par contre, s'il y a des enfants mineurs, les enfants sont les héritiers. Donc, si les enfants sont mineurs, la mère les représente, en fait. Elle est leur représentante légale. Et la maison des enfants mineurs est le domicile de la représentante légale. Est-ce que sans testament, la succession est automatique? Oui. Oui, parce que dans notre loi, on l'appelle la succession ab intestate. Donc, ça veut dire succession sans testament. Seulement, avec le testament, on vient juste repréciser les règles prévues par le droit des successions. Donc, même s'il n'y a pas de testament, votre succession s'ouvre. La loi nous dit la succession s'ouvre au moment du décès. Donc, dès lors que quelqu'un décède, en principe, on doit commencer toutes les diligences nécessaires pour saisir les juridictions, pour se faire attribuer le caractère d'héritier par un jugement d'hérédité. Et c'est ce qu'on ne fait pas souvent, qui fait que quelqu'un d'autre peut venir se prévaloir d'un droit. Généralement, on nous dit que les parents ont donné ou ils ont récupéré certains documents. Après, pourquoi est-ce qu'on donne ces documents-là?
C'est un peu une question. On n'est pas obligé de leur donner si on connaît sa place, si on connaît sa position dans le droit. Donc, c'est là que la formation aussi peut être bien, même dans les hameaux reculés. D'accord. Je vous donne un cas assez complexe pour lequel nous aimerions avoir réponse. Un monsieur est également marié et il a sa maîtresse. D'accord. Qui, elle aussi, est dans son couple avec ce monsieur depuis 20 ans. D'accord. Ils ont des enfants, ils en ont, disons, 3. Ils ont 3 enfants. Elle sait qu'elle ne va jamais être épousée, ça a été clair. Mais elle a choisi de faire sa vie dans l'ombre avec ce monsieur également qui s'occupe des enfants qu'ils ont eus. Alors, en cas de décès de ce monsieur, qui sait justement ce que la succession peut donner parce qu'elle n'est pas légalement mariée, est-ce qu'il a la capacité dans son testament de prévoir lui léguer certains biens, quand bien même elle n'est pas son épouse légale? Bien sûr. En fait, dans le testament, il y a ce qu'on appelle les legs. Vous pouvez faire des legs ou des donations. Donc, généralement, les donations se font en vif, donc pendant qu'on est vivant, et les legs, c'est après le décès qu'on les reçoit. Donc, la loi sur les libéralités prévoit qu'on fasse des donations ou des legs. On ne spécifie pas à qui on donne. Il n'y a pas de limite, je veux dire, de la personne ou de la qualité de la personne à qui on donne. On donne parce qu'on a envie de donner à telle personne. Donc, qu'elle soit la maîtresse ou la concubine, on peut lui donner. Seulement, c'est la portion dans laquelle on va donner qui va être protégé ou gardé par la loi. Donc, si le monsieur en question, vu que vous dites qu'il est marié et dans ce cas, il a des enfants, la portion qu'il peut donner, donc ce qu'on va appeler la quotité disponible, c'est-à-dire ce qu'il peut se permettre de partager dans son patrimoine, est à hauteur du quart. Donc, si par exemple, il a 100 000 francs, il ne peut donner que le quart s'il est marié et s'il a des enfants. Donc, les 3 quarts seront ce qui va être partagé au moment de la succession entre les enfants et le conjoint survivant. Et le quart, c'est ce qu'il peut donner. Donc, il peut décider, par exemple, de donner l'ensemble du quart à cette maîtresse. S'il dépasse cette cotation, cette quotité disponible, ça veut dire la que réduire. Ça peut être contesté. Exactement. Si les enfants ou l'épouse se rendent compte que finalement, il avait 100 000 francs et qu'il a donné, par exemple, 50 000, on peut demander que cette donation, ce legs qui a été fait, soit réduit pour justement tenir compte ou entrer dans le cadre de la... Et s'il a, par exemple, des enfants préférés qui sont plus proches et tout, et puis il y en a d'autres, il peut choisir. En fait, la loi ne fait pas de préférence ni de distinction. Donc, les enfants, autant les filles que les garçons, ont les mêmes droits. Donc, si par exemple, il a 50 000 francs à partager, il doit partager en principe 50 000 divisé par 3 s'il y a 3 enfants. Seulement, il peut avoir des attributions préférentielles, mais d'un autre type. C'est-à-dire qu'il a une entreprise de, je sais pas, qui traite des déchets, par exemple. On va parler de protection de l'environnement. Donc, une entreprise qui traite des déchets et il y a un de ses enfants qui est ingénieur dans ce domaine. Quoi de plus normal que de le mettre en fait dans ce cadre-là pour la question de la succession. Un autre qui est dans le bâtiment et qui gère les questions d'immobilier, il le met dans ce... Donc, c'est ce genre de dispatching, si vous voulez, d'attribution préférentielle qu'il peut faire. Mais de sorte à ce qu'il y ait une certaine égalité. Donc, si d'un autre côté, il y a plus de fonds, également au niveau des bénéfices, ils devront partager pour que celui qui en a moins puisse quand même atteindre le niveau des autres. Donc, ce n'est pas une préférence en tant que telle pour un enfant préféré à qui on donne 25 000 et 25 000 à partager aux 5 autres. Alors, je prends un autre cas encore plus particulier. Vous avez un monsieur qui, disons, il a 7 enfants. 7 enfants, d'accord. Donc, 5 avec son épouse et puis 2 avec une autre dame qui partage sa vie également. D'accord. Alors, il a des biens. Donc, vous avez expliqué que l'épouse a droit donc, au quart, et le reste est partagé entre ses enfants. Mais il a bien compris que ses enfants ne s'entendent pas, motivés par les mamans également. Et il a bien compris que le seul moyen de préserver ses biens est que chacun d'entre eux puisse bénéficier sur du long terme de tout ce qu'il a pu acquérir. Il a choisi de mettre ses biens en indivision. D'accord. Pour que les enfants, chaque fin de mois, aient pu confier à une agence, par exemple, une agence immobilière, que chaque fin de mois, chacun des enfants puisse de manière équitable avoir un pécule. D'accord. Voilà. Est-ce que les enfants qui estiment que pas du tout, je veux mon argent, je ferai autre chose, est-ce qu'ils en ont le droit? Est-ce que cette... Allez-y. Oui, déjà? Oui, ils en ont le droit, mais allez-y. Non, parce qu'on se disait qu'a priori, c'est son choix, que ce soit en indivision, et puis il veut préserver un peu des revenus réguliers à ses enfants. Mais il n'est plus là.
Donc, il a transmis son patrimoine. Ce sont les enfants qui détiennent le patrimoine désormais. Donc, Mais le testament et la valeur du testament. Oui, le testament, c'était pour partager ou bien pour déterminer qui a droit à quoi. Mais la loi ivoirienne est précise. Nul n'est obligé de rester en indivision. Donc, l'indivision, déjà, il n'avait pas forcément besoin de préciser que le bien en indivision. Parce que dès lors que vous avez une succession, que vous êtes plus d'une personne, vous êtes déjà en indivision post-héréditaire. Donc, parce que justement, ça intervient pour tout l'ensemble des successibles. Et donc, ils sont déjà en indivision, ils recueillent les fruits de cette indivision-là. Mais ils ne sont pas tenus d'y demeurer indéfiniment. Dans l'ancienne loi, on avait une période de 5 ans au moins. Mais depuis la nouvelle loi, il n'y a pas de limite. Donc, en principe, s'il n'y a pas de limite, ne pas limiter là où la loi n'a pas limité. Donc, d'accord. J'ai une dernière question avant de vous demander de réagir à tout cela. Je parle de pension. Oui. Je parle d'assurance. D'accord. Je parle également de sécurité sociale. D'accord. Alors, la personne qui est partie, dans quelle mesure et puis qui peut hériter de cette pension ou de l'assurance? Au niveau des pensions de réversion, en règle générale, donc, on a 2 groupes. On a les fonctionnaires qui sont affiliés à la CGRAE et puis les salariés qui sont affiliés à la CNPS. Donc, au niveau de ces règles, la pension de réversion revient immédiatement au conjoint survivant. Mais évidemment, il y a des règles. Donc, la période du mariage, la date du mariage, il y a même, je crois, la règle de l'âge de 55 ans, si je ne me trompe pas. La règle de l'âge de 55 ans au moins au niveau de la CNPS pour pouvoir en bénéficier. Au niveau de la CGRAE, donc des fonctionnaires, les calculs se font en fonction du grade et voilà. Donc il y a ça, mais qui peut en bénéficier? Le conjoint survivant et les enfants. Donc les enfants, le calcul se fera en fonction de ce que la loi a prévu, de ce que vous percevez. La totalité de la pension, par exemple? Non, la pension de réversion, vu que la personne avait déjà droit à une pension. Donc, c'est quelqu'un qui était admis à la retraite. Donc, il aurait droit à une pension. Donc, c'est la moitié de la pension qui est reversée au conjoint survivant. Maintenant, pour ce qui est de l'assurance, évidemment, c'est le nom de la personne à laquelle l'assurance est dévolue qui va en profiter. Et puis, pour la question de la sécurité sociale, donc au niveau de la CNPS, tout va dépendre de la personne pour qui vous cotisez. Donc, je pense que là, une fois que vous avez déterminé une personne bien précise, on sait déjà à qui vous voulez laisser quelque chose. Si vous prenez par exemple une assurance vie pour quelqu'un, c'est sûr que c'est pour cette personne-là que vous avez pris une assurance vie. Voilà. D'accord. Alors, je vous demande de réagir, monsieur Sebi. Ma réaction, c'est que la société est tellement parfaite, telle que vous la décrivez, qu'on ne serait pas venu sur le plateau. Non, alors que c'est justement là où se trouve le gros du problème. Bien sûr. Le gros du problème, c'est qu'on a toutes ces règles et on vit des situations où parfois même les décisions de justice ont du mal à s'appliquer. Je prends le cas, par exemple, on est juste à côté de Blocos, là, un pays ébrié, où on a un homme qui vivait avec 2 femmes, avec qui il n'est pas marié légalement. Il y a une qui avait 7 enfants, et puis l'autre a 2 enfants. Il décède, il laisse un terrain de 600 mètres carrés. Qu'est-ce que la loi dit? Or, dans les us et coutumes tels que la situation de veuvage ou de l'arbitrage fait par la société Achan procède, c'est que ce bien-là est divisé en 2 entre les 2 femmes. Peu importe le nombre d'enfants par femme. Si une a 5 enfants, l'autre a 1 enfant, on divise en 2 et on donne la moitié à une autre famille. Donc ces formes, on va dire, d'innovation du monde d'en bas, on les ignore souvent au nom du droit positif. Et ça fait que quand on parle du droit, les gens sont braqués. Ils sont braqués parce que pour que le droit s'exerce, il faut saisir le droit. Ils ne vont pas là-bas. Oui, bien sûr. Quand ils ne vont pas là-bas, le problème, on va dire, qui était justiciable, devient un problème très difficile à régler. Et on vient maintenant avec des gourdins, avec toute une communauté. On a brûlé des cases, on a blessé des gens, on est au commissariat et tout ça. C'est pour ça que moi je dis, il est bon d'innover, mais le fait, et ça a toujours été le cri de cœur que je lance, on ne peut pas être culturellement façonné africain et décider un matin qu'on n'a plus de culture
on ne veut plus en entendre parler parce qu'on n'a pas de reçu pour tel ou tel bien et on n'écoute même pas la communauté. Et ça pose des problèmes. Or, justement, il y a beaucoup de situations, je crois que le ministère de la Femme, Famille et Enfants peut en témoigner, beaucoup de situations réglées dans nos communautés par la médiation des chefs coutumiers, des chefs religieux. Mais quand il s'agit de prendre une décision, on est polarisé sur la famille nucléaire. On est polarisé sur la famille nucléaire et les autres. Or, il y a des gens qui ont bâti fortune sur la base de l'héritage. Mais tu as bâti fortune sur la base de l'héritage. Et au moment où toi, tu décèdes, on prend tout ce que tu as et on envoie à tes enfants. Mais quand la justice est rendue au plateau, mais là-bas, la hache de guerre est déterrée et ça commence. C'est ça le drame. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire, ou tel que c'est dit, c'est écrit, c'est énoncé ici, c'est beau. Mais les gens ont leur identité. Ils sont accrochés à ça et ils vivent en fonction de ça. Et parfois même professeur à l'université, on vient le prendre et on dit, tu es désormais un roi. Mais roi parce que sa mère vient il est de la communauté Abouré, par exemple. Si on dit, tu es à Moussou, tu deviens roi, mais alors que ton père est peut-être un gourou de Zionoula, mais tu vas hériter des biens. Mais à la fin, ces biens-là, qu'est-ce que tu en fais? Au nom du droit, les biens-là, tu es Seibitra Jamal, tes biens-là, ça va à Zionoula, au nom du droit positif. C'est ça souvent qui déroute et qui crée des situations là où il n'y a pas de problème. Et c'est pour cela que j'ai trouvé assez intéressant d'en parler. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est d'écouter ou d'intégrer parfois dans des médiations, je parle de médiation, dans l'approche, il faut une approche systémique. Il ne faudrait pas que la prééminence du droit évacue tout ce qu'il y a comme intelligence du social dans nos us et coutumes et dise c'est comme ça, celui qui ne veut pas, on l'arrête. Parce que la veuve et l'enfant, ils sont déjà protégés par la communauté. Avec aujourd'hui les transformations, il peut y avoir des dérèglements. Mais il faut régler globalement. C'est pour cela que moi, je plaide en faveur d'une approche inclusive. D'accord. Alors, à ce stade, nous allons proposer un élément. C'est un constat. Les rapports sont très difficiles en ce qui concerne préparer, donc, de son vivant, la succession. On a un rapport avec la mort où on préfère ne pas y penser, ne pas en parler comme si on était immortel, éternel. C'est ce qu'on disait à l'entame de l'émission. C'est comme un déni. Donc, on a un petit élément d'un psychologue là-dessus. Et ensuite, je vais tous vous demander de réagir et de conclure. Dans nos sociétés africaines, nous constatons que très peu de personnes rédigent le testament. Alors, pour comprendre cette attitude, nous devons analyser notre rapport à la mort. Alors, la mort, c'est une réalité. Et en tant qu'être vivant, en tant qu'humain, nous sommes conscients de notre finitude. Mais le paradoxe, c'est que nous avons du mal, l'être humain a du mal à se représenter. Le vide que la mort incarne est insupportable pour l'individu. Alors donc, l'individu va s'éloigner de tout ce qui va lui rappeler donc la mort. Et le testament fait partie des éléments qui lui montrent qu'il n'est pas immortel. Et dans ces conditions, il sera réticent donc, à rédiger son testament. Mais quelques personnes quand même accomplissent cet acte. Alors on pourrait se demander pourquoi. Et en ce moment-là, ces personnes-là sont sereines face à la mort parce que ces personnes-là aussi sont aidées par la religion qui promet une vie après la mort. Ce qui voudrait dire qu'il y a un passage de la vie à la vie. Et donc ces personnes-là sont sereines face à la mort et donc rédigent leur testament sans véritable difficulté. Préparer le testament d'avance, c'est une façon de dompter la mort. Parce que préparer le testament, c'est déjà s'organiser au moment où nous avons la capacité, la potentialité totale
de nos capacités physiques et cognitives pour faire des réflexions et décider de ce que nous voulons pour nos biens. Alors, si nous attendons à un moment où nous sommes frappés par la maladie ou bien par l'âge, notre raisonnement pourrait être altéré. Et en ce moment-là, les décisions que nous prendrons pourraient être sujets à polémique ou à contestation. Déjà, c'est le fait de penser, de réfléchir à la répartition, à rédiger un testament, c'est le premier pas. C'est important. Et le fait de réfléchir, de penser à rédiger, nous met déjà dans la réflexion de ce qui se passera après nous. Et donc, lorsque nous acceptons cela, nous faisons la répartition comme nous le voulons. De retour en studio, ce que je vais vous demander, c'est bien sûr de réagir sur l'Africain, l'Ivoirien, le rapport avec justement préparer la succession. On est très mal à l'aise là-dessus. Et puis, quels sont les conseils que vous auriez à prodiguer? Madame, je commence par vous. L'ONG Les Amis de la veuve et de l'orphelin fait un cri de cœur. Tout à l'heure, madame a dit que même dans les amours les plus lointains, ils y vont. Ou bien vous irez. On doit y aller. Vous deviez y aller. Donc, joignez-vous à nous pour que vraiment les cœurs brisés soient pensés. Parce qu'il y a vraiment d'énormes problèmes là-bas. Il y a vraiment d'énormes problèmes là-bas. Donc, je voudrais vraiment faire ce plaidoyer auprès de vous pour qu'ensemble, nous allions vers ces blessés-là. Combien de femmes en détresse dans votre ONG? Ben, elles sont nombreuses. C'est-à-dire dans quelle proportion? 1000, 3000, 5000? Oui, bien sûr. 1000 qui n'ont pas de suivi, en fait. Il n'y a pas de suivi parce que l'ONG n'a pas de moyens pour le suivi, en fait. Il n'y a pas de suivi. Et quand je vais dans une localité aujourd'hui, soit faire la fête des mères avec les veuves de cette localité, quand je finis, je vais ailleurs. Là-bas, il n'y a plus de suivi. D'accord. Autant pour les orphelins. Qu'est-ce que vous leur proposez quand elles viennent à vous? Désormais, c'est l'autonomisation. J'ai tourné la page. Nous sommes dans l'autonomisation maintenant. Les aider à pouvoir se prendre en charge pour la réalisation des projets, des cultures maraîchères, vivrières que l'ONG a déjà fait pour des femmes de certaines localités. Donc le combat n'est pas juridique, c'est beaucoup plus, au lieu de leur donner du poisson, de leur apprendre à pêcher. Voilà. C'est comme ça? Voilà. L'ONG à vos donne la maison. C'est parfait. Monsieur Seibi? Oui. Alors, moi, je dirais plutôt que nos sociétés sont en pleine transformation. Il y a forcément des acquis qui peuvent potentialiser la meilleure manière de protéger les veuves et les orphelins dans nos différentes communautés. C'est vrai qu'il y a des abus. Tout à l'heure, ici, on a dit qu'il y a des abus au nom du droit comme au nom des coutumes dans les pratiques des uns et des autres. Mais je reste fermement attaché au fait que l'être humain étant mu par ce qui le caractérise en tant qu'identité, la culture doit avoir une place importante dans cette médiation-là, dans cette approche globale. C'est pour cela que je disais qu'il faut une approche plus systémique qui va véritablement faire en sorte que ce qui a fait la valeur de l'Afrique en termes de solidarité puisse être, on va dire, sélectionné dans des sociétés pour accompagner ce que le droit propose, mais que la nucléarisation ne soit pas une sorte de négation de ce qui est culturel, de ce qui est traditionnel et de ce qui est identité propre, endogène à nos sociétés. Donc voilà un peu, c'est pour dire que nous devons, sans préjugés, travailler avec, on va dire, les leaders communautaires, les chefs de communauté, les leaders religieux pour une prise en charge plus globale. D'accord. Madame Sandrine Adon, consultante en droit et doctorante en droit de la famille, vous imaginez cette combinaison Oui, c'est tout à fait possible et je le comprends tout à fait parce qu'en fait, mon sujet de thèse dont je vais parler forcément
à cette ambition-là, en fait. Donc, il s'agit en fait de pouvoir trouver un moyen de faire reconnaître certaines situations aux législateurs. Enfin, on espère. Mais dans le cadre de la succession, c'est vrai que le droit ivoirien a voulu opérer une rupture vraiment franche et nette avec la culture. La difficulté, c'était de trouver laquelle des cultures appliquer. On est près de 60 ethnies. On a une culture qui diffère d'une société à une autre. Voilà, c'est différent avec les différentes régions. Donc, quelle culture mettre en avant pour finalement arriver à intéresser une personne? On se retrouve avec quelqu'un qui vient du nord et une autre du sud. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure avec le monsieur qui est chef à Mossou, roi à Mossou, et qui finalement a un côté de Zionoula. Donc, dans ce cas de figure-là, laquelle des cultures va s'appliquer? Or, avec le droit, on a une règle uniforme qui est sans distinction de culture et qui va pouvoir s'appliquer à tout le monde. C'est vrai. La difficulté, c'est surtout parce qu'il y a eu peut-être pour moi un problème de légitimité. On ne se sentait pas légitime à accepter quelque chose qui vient peut-être de l'extérieur, on va le dire ainsi. Mais depuis 1964 jusqu'en 2019, aujourd'hui en 2023, il faudrait peut-être commencer à penser autrement. C'est vrai que la culture permet certaines garanties, mais également la culture a des limites. Nos cultures entraînent parfois des abus. Le droit aussi. Mais dans son application, on peut le sanctionner. Si quelqu'un abuse de son droit, il suffit d'aller vers les juridictions. Et il a soulevé un problème. On ne veut pas y aller. Parce que justement, on ne se sent pas légitime à aller le faire. On ne reconnaît pas cette autorité-là, vu qu'on a notre mode de pensée dans lequel on veut rester. Mais on est dans un système où on va vers la modernisation. Je ne suis pas certaine qu'on ait envie de revenir en 1960 ou avant. Donc peut-être c'est de trouver le lien parfait entre les deux. Mais ce lien, on le trouve comment? Comment on le trouve? Et pour la question du testament, je voulais revenir là-dessus rapidement. Il peut permettre de régler beaucoup de situations. Il n'est pas parfait, on est d'accord. Moi, je suis l'une des premières à dire que le droit n'est pas parfait. Mais le testament peut permettre de régler des situations de sorte à intéresser tout le monde. Quand on finit de suivre les règles prévues par la loi, la quotité disponible, on peut quand même la partager avec ceux qu'on veut, si on a envie de partager avec sa famille. Donc finalement, ce n'est pas le droit à la cause, c'est l'individu qui n'a pas forcément envie de donner à tout le monde ou bien à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut peut-être faire attention. Et pour des personnes qui ne sont pas mariées légalement, ayez l'intention d'écrire des éléments dans votre testament qui peut être holographique. Il faut simplement que vous écrivez de votre main au stylo avec les informations que vous voulez pour pouvoir, par exemple, donner ou laisser quelque chose à votre concubine pour ne pas que plus tard, elle se retrouve sans rien si vous savez que vous n'avez pas l'intention d'aller jusqu'au mariage. Donc, il y a quand même des règles détournées au niveau de la loi qui permettent de régler certaines situations. Mais il faut une formation. Madame Awadji Sekoumart, quels sont vos derniers propos et puis réactions à ce manque de volonté de rédiger le testament? Le manque de volonté de rédiger le testament, il est culturel. On a tous peur de la mort. On dit, je touche du bois. Parce qu'on a tous peur de la mort. Donc, rédiger le testament, c'est dire qu'on va mourir. C'est accepter sa mort. Pourtant, ça peut aider. Je pense que si on peut pouvoir, pas changer drastiquement, mais si on peut amener les uns et les autres à pouvoir aller dans ce sens-là, ce serait bien pour vraiment l'épanouissement des familles. Et je pense que, comme l'a dit monsieur, il est bon qu'on puisse... C'est vrai que la loi, elle est faite, mais on a quand même de bons côtés, de bons éléments au niveau de nos us et coutumes qu'on pourrait appliquer pour, par exemple, celles qui ne sont pas mariées légalement. Et ça va sauver des enfants, ça va sauver des vies pour éviter que ces enfants-là, comme on le dit, soient dans la rue et que ce soit ces enfants-là qui, demain, deviennent des enfants violents parce qu'ils n'auront pas été, comme on appelle, épanouis comme il se doit. Donc, c'est la sensibilisation et la formation. C'est ce que je disais. Même dans les hameaux reculés, on a nos structures décentralisées, les complexes socio-éducatifs, où on écoute les femmes qui sont en peine.
L'écoute, je vous l'ai dit, c'est déjà l'amorce même d'une solution. On écoute la personne, met des mots sur ses ressentis, sur ses peines, et on peut l'accompagner vraiment à pouvoir s'épanouir. Et comme je l'ai dit aussi, on a une direction de l'autonomisation économique de la femme qui peut aider les femmes, après cette formation-là, à pouvoir avoir des activités génératrices de revenus pour leur épanouissement. Donc, c'est Je vous remercie infiniment. Ceci met un terme à nos échanges de ce soir. Le dernier élément donc était signé Kone Siaka, donc veuf et orphelin. Quelle succession après le décès du conjoint? Madame Sandrine Adon, je vous remercie d'avoir été là. Consultante en droit et doctorante en droit de la famille. Madame Abouadji Sekou-Mart, merci à vous. Directrice de la promotion de la famille au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Monsieur Seyi Bitra Jamal, merci de nous avoir édifiés sur cette diversité culturelle en Côte d'Ivoire. Vous êtes sociologue. Et puis Madame Tine Seba, merci Madame, présidente de l'ONG Les Amis de la Veuve et des Orphelins. Infiniment merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris également bonne note. Madame, Monsieur, bonsoir.